Arrêtons-nous tout d'abord sur cette expression. Il s'agit d'une expression latine composée de 3 termes. Deus, le Dieu, ex, une préposition qui signifie à partir de, désigne une provenance, et machina, une machine, d'où vient notre terme machine. Cette expression n'est pas pour autant une invention des Romains. Elle est en réalité la traduction d'une expression grecque, théos, apo, mécanes. La traduction latine est un simple décalque du grec. Cette expression est en vérité quasiment aussi ancienne que le théâtre lui-même, qui a vu le jour au 5e siècle avant Jésus-Christ. À Athènes, si vous êtes allé en Grèce, vous avez peut-être vu les restes du théâtre de Dionysos sur le flanc de l'acropole. Ces clarifications conceptuelles ne rendent pas pour autant compte de cette association étonnante entre un dieu et une machine. Quel est le rapport entre ces deux notions ? Dans certaines pièces de théâtre et certaines représentations théâtrales, il y avait bien un dieu qui était porté sur scène à l'aide d'une machine. Cette machine n'avait bien évidemment aucun rapport avec une boîte à ressorts. Nous n'avons malheureusement conservé aucune trace concernant ces machines, que ce soit d'un point de vue archéologique ou littéraire. Ce que vous voyez ici n'est qu'un instrument de levage utilisé pour soulever des charges lourdes, notamment pour la construction de temples. Pourquoi utiliser une machine ? Pourquoi le dieu ne peut-il pas simplement arriver à pied comme tout le monde ? Dans le théâtre grec, les représentations théâtrales, comme aujourd'hui, ont été conditionnées par des codes. L'un d'eux était que la scène était réservée uniquement aux hommes, tandis que les dieux apparaissaient toujours en hauteur, sur ce qui s'appelle le théologeion, c'est-à-dire la partie surélevée, que vous voyez ici en bleu. Il est donc normal que les dieux arrivent par le ciel à travers une machine. Plus généralement, cela illustre l'opposition entre les hommes, c'est-à-dire les mortels, et les dieux, qui sont, eux, immortels. L'utilisation d'une machine permettait à l'extraordinaire de faire irruption dans la pièce. Le divin apparaît alors chez les hommes. Ce procédé était sans doute apprécié du public, notamment pour sa dimension spectaculaire. Il constituait une sorte d'ancêtre de l'effet spécial. Cependant, on peut questionner sa légitimité car cela revient en quelque sorte à donner une résolution quasiment miraculeuse à des situations inextricables. Le Deus ex machina en est également venu à désigner un procédé littéraire permettant de résoudre une intrigue insoluble. Si le Titanic avait fini avec l'apparition d'un être vivant qui aurait donné une bouée gonflable à Rose et Jack, il y a fort à parier que le succès de Titanic aurait été quelque peu contrarié. Il aurait même pu finir dans la catégorie des nanars avec une telle fin. Cette critique a été formulée dès le IVe siècle avant Jésus-Christ par Aristote. Mais alors, pourquoi les auteurs de théâtre étaient-ils si friands de ce procédé ? Étaient-ils à ce point incapables de trouver une fin à leur intrigue qu'il leur fallait bien recourir à cet expédient ? L'objectif de cette présentation va être de répondre à la question suivante. Le Deus ex machina n'est-il qu'un procédé artificiel pour finir une histoire ? Pour y répondre, nous procéderons en 3 temps. Notre point de départ sera la critique par Aristote de ce procédé dans la poétique. Ensuite, nous chercherons à comprendre les raisons de cette critique en allant, écoutez-moi bien, du côté de la philosophie naturelle aristotélicienne. Nous verrons alors que la critique d'Aristote se fonde sur son finalisme. Enfin, nous étudierons plus en détail les exemples donnés par Aristote lui-même, et en particulier celui de la pièce d'Euripide qui s'intitule « Médée ». Nous verrons alors que la critique d'Aristote est un peu rapide et témoigne d'un certain éloignement des représentations théâtrales. Alors, passons à la poétique d'Aristote, les origines de la critique. Alors, petit rappel pour Aristote, même s'il s'agit d'un de nos personnages familiers, Aristote est donc un disciple de Platon. Son but était d'être une sorte de monsieur je sais tout avant l'heure. Il cherchait à cartographier l'ensemble du savoir humain. Il a vécu, et c'est un point important pour notre propos, 150 ans après l'apparition du théâtre environ. Pour Aristote, la philosophie se divise en 3 parties. Une partie théorétique, liée à la connaissance, une partie pratique, liée à l'action, et une partie poétique, liée à la création et à la production. La poétique, l'ouvrage de la poétique, fait partie de cette dernière catégorie, mais nous verrons qu'elle doit être reliée aux 2 autres. Alors, l'ouvrage La poétique d'Aristote porte spécifiquement sur un genre théâtral, la tragédie, l'un des 2 genres théâtraux avec la comédie qui était majeure dans l'Antiquité. Elle est composée de 24 chapitres assez courts et se caractérise malheureusement, et on reparle de grec ici, par une transmission très altérée, ce qui fait qu'on a parfois extrêmement de mal en fait à comprendre le texte lui-même. Autrement dit, on ne comprend pas toujours ce qui se dit dans cet ouvrage. On considère qu'il s'agit d'une œuvre qui nous est parvenue également partiellement. Alors, c'est donc un livre qui est corrompu et en plus qui est partiel. Il manquerait le livre sur la comédie. Ceux qui ont lu ou vu Le Nom de la Rose savent de quoi je parle.
Venons-en à la définition de la tragédie, puisque nous allons voir qu'Aristote condamnait le Deus ex machina, puisqu'il allait contre la nature de la tragédie elle-même. Alors, dans le petit texte que je vous ai donné, qui est extrait du texte 6, puisqu'Aristote est un très bon logicien, il aime beaucoup donner des définitions de ce qu'il étudie, et là nous avons un petit extrait de la définition de la tragédie. La tragédie est la représentation d'une action noble menée jusqu'à sa fin, et ayant une certaine étendue, au moyen d'un langage relevé d'assaisonnement d'espèces variées, utilisé séparément selon les parties de l'œuvre. Alors, que retenir de cette définition ? 2 points. La tragédie est une représentation, une imitation d'une action. Le terme derrière, c'est mimesis. Retenez-le, nous allons le revoir bientôt. La poétique imite ce qu'étudie la philosophie pratique, l'action. D'autre part, l'action, la représentation, doit aller jusqu'à sa fin. C'est le terme téléi aussi que nous avions dans le texte précédent. En d'autres termes, la tragédie est une production finalisée. Aristote, puisqu'il cherche à rendre compte du réel, va essayer de rendre compte des 6 éléments constitutifs de la tragédie. Parmi ces 6 éléments, le mythos, le caractère des personnages, l'expression, la pensée, le spectacle et la production du chant, l'un d'eux joue un rôle essentiel pour Aristote. Le premier élément, le mythos. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui ont été traumatisés par leur professeur de philosophie par l'opposition mythos-logos, vous pouvez laisser cela de côté pour le moment. Le mythos, ici, ça signifie simplement l'histoire, l'intrigue d'une tragédie. Il n'y a pas davantage de dimension cosmologique derrière ce propos. Alors, comment Aristote définit ce mythos ? Il le définit assez sobrement, c'est un logicien toujours, par l'expression « la composition des faits ». Les événements d'une histoire doivent être agencés de manière cohérente. Si Jack pousse Rose de sa planche pour prendre sa place et ainsi survivre, cela risque de jeter une certaine ombre sur la belle histoire d'amour que nous avons vue pendant 2 heures. Or, pour Aristote, le plus important des éléments, c'est bien cette histoire. Pas de bonne tragédie sans une bonne histoire. Il y a donc 2 éléments nécessaires pour construire une belle intrigue. D'une part, les faits doivent être reliés entre eux, et d'autre part, la fin d'une action doit être reliée à ces mêmes faits. La finalité d'une pièce de théâtre est pensée sur le même modèle de la finalité en philosophie pratique. Après tout, la tragédie, comme nous l'avons vu, est bien l'imitation d'une action. Pour Aristote, dans le domaine pratique, le bonheur est la fin de toutes nos actions. Or, comment la notion de Deus ex machina va intervenir dans la poétique ? La condamnation d'Aristote de ce procédé au chapitre 15 de cet ouvrage vient précisément du fait d'enfreindre ces 2 éléments nécessaires à la constitution d'une bonne intrigue, c'est-à-dire l'élément le plus important au sein de la tragédie. Le petit texte que vous voyez, extrait du chapitre 15, est la seule mention explicite que nous avons du Deus ex machina dans cet ouvrage. Je l'ai quelque peu tronqué, mais nous allons nous concentrer uniquement sur ces quelques lignes. Il est donc évident que le dénouement de chaque histoire, et nous retrouvons notre mythos, doit aussi résulter de l'histoire elle-même, et non d'un recours à la machine, comme dans Médée et dans l'Iliade pour la scène de l'embarquement. L'objet de la critique consiste à dire que la fin de la pièce de théâtre ne provient pas de l'agencement des faits dans le cas d'un Deus ex machina. Les 2 critères qui font une bonne histoire pour Aristote sont enfreints. En d'autres termes, la fin de la pièce semble irrationnelle. On pourrait alors se demander comment bien finir une histoire pour Aristote. On va devoir s'intéresser à cette fin que nous avions laissée de côté. Passons-en à notre deuxième temps, happy ending, bien finir une histoire pour Aristote. Alors nous allons procéder en 2 temps. Tout d'abord, nous allons voir la manière dont un modèle causal était proposé par Aristote en physique, puis nous allons voir comment ce modèle, en fait, peut s'appliquer à la tragédie elle-même, et comprendre ce titre quelque peu surprenant qui est de considérer que la tragédie va être un être vivant comme les autres. Alors, premier temps, le modèle causal qui est proposé en physique. Je vous ai dit qu'il y avait 3 parties au sein de la philosophie aristotélicienne. La philosophie théorique qui est liée à la connaissance, la philosophie pratique et la philosophie poétique. Nous avons vu que la tragédie imite une action, c'est-à-dire quelque chose qui appartient au domaine pratique. Maintenant, j'aimerais montrer que la tragédie doit également se comprendre en lien avec la philosophie théorétique, c'est-à-dire la partie de la philosophie qui assure la connaissance. Cette connaissance est assurée par Aristote par l'identification de 4 causes qui permettent, pour tout objet naturel ou artificiel, de savoir ce qu'est cet objet. Prenons un exemple que j'emprunte à Christopher Shields dans sa monographie sur Aristote.
Imaginez que vous marchiez dans une forêt sombre en haut de montagne. Vous apercevez alors un objet qui brille à distance. Quand vous vous approchez, vous vous dites que c'est quelque chose de métallique. Vous finissez par deviner qu'il s'agit en réalité de bronze. Vous avez une première explication. Ce que vous avez vu est du bronze. Toutefois, vous voulez toujours savoir ce que c'est. Dire que c'est du bronze ne suffit pas. Vous pouvez faire des conjectures, c'est le reste d'une mine, un objet abandonné par un voyageur, peut-être un débris d'avion. Quand vous vous approchez, vous finissez par vous rendre compte que ça a une certaine forme, la forme d'un être humain. C'est une statue d'un homme en bronze. Vous pouvez légitimement en inférer qu'un homme a fabriqué cette statue. C'est donc une statue, un morceau de bronze moulé en forme humaine par l'activité d'un sculpteur. Une dernière question vous brûle peut-être les lèvres. Mais que fait cette statue au milieu des montagnes ? En regardant de plus près, vous vous apercevez que l'homme porte en réalité une combinaison de pompiers. Vous pouvez alors lire au bas de la statue, érigée en l'honneur des 17 pompiers qui ont perdu la vie durant leur service pour protéger des villes lors du grand incendie du 23 mai 1923. Vous avez alors une connaissance de ce qui brillait au début. C'est une statue, c'est-à-dire un morceau de bronze moulé en forme humaine par l'activité d'un sculpteur, érigé en l'honneur de pompiers morts pendant leur service. On aboutit alors au tableau récapitulatif suivant. La cause matérielle correspondait au bronze, la cause formelle à la forme humaine, la cause efficiente qui a produit la statue au sculpteur, et la cause finale, le fait d'honorer les morts. Or, pour Aristote, la cause la plus importante est précisément cette cause finale. C'est du fait que nous ayons voulu honorer les morts qu'un sculpteur a donné la forme à une forme humaine, à du bronze. Cette importance donnée à la cause finale explique le finalisme aristotélicien. Pour Aristote, la nature ne fait rien en vain. En particulier, les animaux, y compris les êtres vivants, sont organisés en vue d'une certaine fin. Si les girafes ont un long cou, c'est pour attraper les feuilles dans les arbres et ainsi vivre. Ce finalisme a bien sûr fait l'objet de critiques acerbes jusqu'à être réfuté dans le domaine de la biologie par Darwin. Je vous lis le texte concernant le statut de la technique qui va nous en apprendre un peu plus sur le rôle que les machines doivent jouer pour Aristote. Mais d'une manière générale, l'art, dans certains cas, parachève ce que la nature n'a pas la puissance d'accomplir. Dans d'autres cas, il imite la nature. Autrement dit, un objet technique ou bien imite la nature, ou bien sert à réaliser une fin qui est elle-même naturelle. Les lunettes viennent ainsi combler mon défaut de vision. Maintenant, vous devez vous demander, mais quel est le rapport avec la tragédie et ce modèle causal que je viens de vous proposer ? On va voir désormais que la tragédie est un être vivant comme un autre, c'est-à-dire que la tragédie va s'insérer dans ce finalisme aristotélicien. Nous allons voir qu'Aristote pense la tragédie comme un être vivant, c'est-à-dire un être organisé en vue d'accomplir une certaine fin. Or, la machine du Deus ex machina, bien loin de réaliser la finalité de la pièce, l'en écarte. Avant cela, il faut rappeler un point essentiel de la philosophie aristotélicienne, son naturalisme. Les êtres humains, tout comme les cités, sont des productions naturelles pour Aristote, d'où la citation célèbre « l'homme est un animal politique ». Ce naturalisme s'exprime également dans la poétique, puisque la poésie elle-même possède une origine naturelle au sein de cet ouvrage. Au chapitre 4, Aristote nous explique ainsi que les hommes ont une tendance naturelle à imiter et qu'ils prennent naturellement plaisir aux imitations. Or, Aristote compare justement la tragédie à un être vivant au chapitre 7. Cette comparaison permet de souligner qu'une tragédie forme un tout qui est bien ordonné. Et dans la définition de ce tout apparaît donc la notion de fin qui, vous l'avez compris, est extrêmement importante. Le Deus ex machina enfreint l'aspect finalisé de la tragédie. De plus, dans ce cas, la technique, la machine, ne sert pas à finaliser l'action. L'usage de la technique est donc tout simplement contre nature dans ce cas précis. En conclusion, la critique du Deus ex machina se comprend à travers le finalisme aristotélicien. Dans ce cas, la technique ne sert ni à imiter la nature ni à l'achever. C'est un mésusage de la technique. Bien finir une tragédie, c'est la mener à son terme en disposant des éléments en amont qui permettent d'en comprendre la fin. Bien sûr, nous sommes en tragédie. La fin ne peut pas être heureuse. Nous pouvons toutefois nous demander, la critique aristotélicienne est-elle fondée ? Et nous allons venir à un autre troisième temps. Alors, reprenons notre texte d'Aristote dans lequel vous avez deux exemples qui sont cités. Médée
et l'Iliade. Revenons à ces deux exemples. Ces exemples sont assez étonnants, car ils ne correspondent absolument pas à ce que l'on voudrait entendre par un Deus ex machina. Tout d'abord, Médée n'est pas une déesse. Pourquoi utiliser cet exemple ? Il aurait très bien pu utiliser, par exemple, Iphigénie à Ulysse d'Euripide, où Artémis intervient à la toute fin. Et dans le cas de l'Iliade, si vous avez lu l'Iliade ou non, vous savez très bien qu'il n'y a pas de machine en tant que telle dans l'Iliade. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Cet exemple indique une chose en vérité, c'est que chez Aristote, le Deus ex machina est passé du statut de dispositif scénique, c'est-à-dire ce que l'on pouvait voir quand on allait au théâtre, à une simple figure littéraire, un simple dénouement un peu poussif. Reprenons ces exemples pour voir ce qui dérange Aristote. Tout d'abord, dans le cas de l'Iliade, l'épisode en question évoqué par Aristote est celui où deux déesses, Athéna et Héra, vont empêcher les Grecs de remonter sur leur bateau. En réalité, cet épisode dans l'Iliade n'est pas un épisode à part. Les dieux passent leur temps à intervenir, que ce soit dans l'Iliade ou l'Odyssée, afin d'aider ou de mettre des bâtons dans les roues de nos héros. Le Deus ex machina est moins une invention théâtrale pour finir des tragédies mal ficelées, comme on a pu le dire par raillerie dans l'Antiquité, que l'adaptation d'un procédé narratif sous forme théâtrale. Il était normal pour les Grecs d'entendre des histoires avec de telles interventions et apparitions divines, ce que l'on nomme également une épiphanie, à proprement parler. Reprenons les éléments de la tragédie selon Aristote. Nous avons vu qu'Aristote accordait un primat à l'intrigue, au mythos. Mais le Deus ex machina joue également, en vérité, un rôle essentiel dans une autre dimension qui est sous-estimée par Aristote, qui est la dimension spectaculaire des pièces de théâtre. Comme Florence Dupont a pu le montrer avec une certaine conviction et une pugnacité dont témoigne le titre de son ouvrage, Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Aristote avait un rapport surtout littéraire au texte tragique. À son époque, les grands festivals de théâtre n'existaient plus ou quasiment plus, et son accès au théâtre passait principalement par les textes. Un peu comme quand on lit des pièces de Molière au collège sans avoir toujours la chance en fait, d'assister à une véritable représentation. Passons-en maintenant au deuxième exemple, celui de Médée. Est-ce que ce Deus ex machina est absurde ? Médée est une pièce de théâtre d'Euripide, dramaturge de la fin du 5e siècle. Et Médée, c'est une fille du roi de Colchine dans l'actuelle Géorgie. Elle fait partie de ce qu'on appelle le cycle des Argonautes, c'est-à-dire l'expédition menée par Jason pour trouver la toison d'or et ainsi reprendre le pouvoir au roi Pélias dans sa ville d'origine, Iolcos. Médée tombe éperdument amoureuse au premier regard de Jason et lui propose de l'aider pour arriver à son but, c'est-à-dire trouver la toison d'or et ainsi retrouver le trône d'Iolcos. En échange de sa promesse, Médée va utiliser sa magie pour aider Jason. Elle va alors, pour lui, par amour, trahir son père, quitter sa patrie, démembrer son frère, et également pousser un haut parricide les filles de Pélias. Médée était très très amoureuse. Que va donc faire Jason à son retour ? En échange, Jason décide d'épouser une femme beaucoup plus jeune, princesse qui plus est, et de retirer les enfants de la garde de Médée. Et Médée, étonnamment, l'accepte difficilement. Elle va donc se venger. Et vous allez voir pourquoi nous parlons de tragédie pour ce type de pièce. Elle va assassiner successivement la future épouse de Jason, le père de sa future épouse et ses propres enfants. Vous pouvez voir les enfants en bas à droite et Jason qui se tient la tête en se disant « Aïe, dommage ». Le Deus ex machina est alors utilisé à cet endroit. Et là, on voit Médée sur un char tiré par des serpents, etc., qui va s'envoler dans les cieux et s'adresse à Jason à ce moment-là. Elle lui dit qu'elle va partir et qu'elle a tué leurs enfants dans le seul but de lui faire du mal. Alors, est-ce que ce Deus ex machina est absurde ? En réalité, plusieurs éléments l'annoncent en fait dans la pièce. Médée est une sorcière, elle utilise des poisons, etc. De plus, elle est la petite fille du dieu Hélios. Hélios qui a bien un char pour entraîner le mouvement du soleil autour de la Terre, puisque nous sommes un modèle géocentrique. Et elle est également la fille de Circé. Le Deus ex machina, dans le cas de Euripide, n'enfreint pas l'intrigue. Il n'y a pas de résolution de l'intrigue par ce Deus ex machina. C'est extrêmement bizarre qu'Aristote mobilise cet exemple-là pour illustrer le Deus ex machina, dans la mesure où il s'agit plutôt d'une forme de modification qu'Euripide semble faire de cette figure ici. Pourquoi Euripide l'emploie-t-il ? Pour sa dimension proprement spectaculaire. Cela permet de finir une pièce afin d'insister sur la puissance de Médée. Vous voyez ici une représentation de ce Deus ex machina avec un important dispositif théâtral au théâtre de Syracuse, en Sicile.
Alors, en conclusion, nous vous posions comme question: le Deus ex machina n'est-il qu'un procédé artificiel pour finir une histoire? Nous pouvons donc retenir 2 points. Pour Aristote, les machines sont utilisées à mauvais escient dans le cadre d'un Deus ex machina, car bien loin d'imiter la nature ou de la parachever, elles font advenir l'extraordinaire sur scène, c'est-à-dire ce qui est contre nature pour Aristote. La critique aristotélicienne du Deus ex machina se fonde sur sa conception finaliste et une approche textuelle et non scénique des textes théâtraux. Bien loin d'être un procédé artificiel, le Deus ex machina renvoie tout à la fois aux interventions divines de la mythologie traditionnelle et à la dimension essentiellement scénique du théâtre. Je vous remercie de votre attention.